Imaginez que on est en vente libre dans les grandes surfaces de l'héroïne, de la cocaïne. Eh ben, c'est le cas, sauf que c'est du sucre. Je souhaitais avoir ton analyse sur la diète high carb, low fat, via Félicia, Cynthia ou Douce Frugalité. Oui, Douce Frugalité, oui. Et puis Grégaire, et puis tous ces tarés du végétalisme. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Un patient m'a envoyé la vidéo que nous allons analyser aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai des patients exceptionnels. J'en profite pour le remercier et lui passer un petit bonjour, il se reconnaîtra. Cette vidéo a été postée par un YouTuber se prénommant David. Sa chaîne s'appelle L'Orme Vert. Je commence cette vidéo par préciser que je n'ai rien contre ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout avant de visionner cette vidéo. Comme j'ai compris, apparemment il est naturopathe et je ne vais pas remettre en cause sa formation parce qu'en fait j'ai pas d'infos sur le sujet. J'ai rien trouvé sur son site, où il avait passé son diplôme, s'il avait un diplôme. Donc je pars du principe qu'il a un diplôme de naturopathie dans les règles. Le but de ma vidéo n'est pas de faire le procès de ce monsieur, mais de vous expliquer pourquoi, du point de vue HCLF, les propos qu'il tient n'ont absolument aucun sens. En plus, il s'est permis de me citer dans sa vidéo, donc j'imagine que j'ai un droit de réponse légitime. En tout cas, je prends ce droit de réponse. J'ai donc pris quelques extraits et je vais les analyser dans un but critique et pédagogique afin de vous transmettre certaines informations. J'ai sélectionné les extraits qui me semblaient pertinents et surtout ceux qui parlaient des glucides, du sucre et du HCLF. Je vais vraiment me concentrer sur les passages dans lesquels il parle de sucre parce qu'il parle aussi beaucoup évidemment du gras, vu que c'est son cheval de bataille. Mais ici, on se concentre vraiment sur ce qu'il dit sur le sucre. Je ne vais pas analyser toute la vidéo qui dure 1h22 minutes. Ça serait évidemment beaucoup trop long. Vous allez donc voir défiler des extraits sélectionnés que je commenterai un par un. Et vous verrez, vers la fin de la vidéo, qu'un des derniers extraits que je vais vous commenter est tout simplement mythique. Il vaut le détour. C'est le pompon sur la Garonne, cherry on the cake. Vous allez halluciner, vous n'êtes pas prêts. Alors accrochez-vous. On commence tout de suite. Alors le glucose, c'est un sucre qui est directement utilisable par le corps, par les cellules nerveuses, comme carburant. Le glucose est utilisé comme carburant par les cellules nerveuses. Je suis d'accord, mais pas seulement par les cellules nerveuses. Le glucose est le carburant préféré de toutes les cellules de notre corps, que ce soit les cellules nerveuses, les cellules musculaires et toutes les autres, sans exception. Donc, première approximation qui porte à confusion et qui pourrait nous amener à minimiser l'importance de ce nutriment, des glucides et du glucose. Mais quand on mange du sucre, quand on fait un dessert avec quelques sucres que ce soit, il y a aussi du fructose. Et le fructose, par contre, c'est pas du tout pareil. Le fructose, c'est un sucre simple qui ne peut pas être utilisé directement, qui doit d'abord être métabolisé par le foie. Donc il y a des enzymes qui vont transformer le fructose en différentes molécules successives jusqu'à le transformer en gras. Là, il parle de dessert avec quelque sucre que ce soit. Qui dit dessert, dit gras, et pas seulement sucre. Déjà, à 9 minutes la vidéo, il confond sucre avec aliments gras qui ont un goût sucré. Si je résume ce qu'il prétend, le fructose ne peut pas être utilisé par les cellules pour créer de l'énergie. Il va donc passer par le foie et être transformé en gras. En d'autres termes, le fructose ne sert à rien, à part à faire du gras. En réalité, le fructose, c'est un sucre simple, au même titre que le glucose. Fructose et glucose sont deux isomères, ce qui veut dire que ce sont deux molécules ayant la même formule brute, C6H12O6, mais qui se présentent sous deux configurations spatiales différentes. Je vous mettrai une petite illustration ici à côté. Ça rappellera de bons souvenirs des cours de chimie pour ceux qui s'en rappellent. Le fructose va être transformé par le foie, effectivement. Mais il va ensuite être relâché dans la circulation sanguine et il va pouvoir être utilisé, tout comme le glucose, pour produire de l'énergie. Si le fructose était effectivement transformé immédiatement en gras, vous imaginez bien
que les personnes qui sont frugivores seraient toutes en obésité. Et moi, je serais obèse au même titre. Mais finalement, c'est l'exact opposé en réalité. Si vous avez une alimentation pauvre en gras, votre corps saura parfaitement bien gérer le fructose, qui est, tout comme le glucose, un sucre simple. D'ailleurs, dans les boissons énergétiques pour les sportifs, qui ont pour but d'éviter une baisse de la glycémie et d'amener un supplément de glucose aux muscles qui va fournir un effort supplémentaire qui aura besoin d'énergie, eh bien on remarque que si la boisson contient un mélange de glucose et fructose, donc ce qu'on trouve dans les fruits, l'oxydation des glucides par l'organisme peut augmenter de 40%. En plus, le fructose, à dose modérée, va diminuer la sensation de fatigue et permet une augmentation des performances. Le fructose n'est pas le démon qu'on veut vous faire croire qu'il est, mais au contraire, c'est un précieux allié énergétique. Et puis le déchet de ce métabolisme du fructose, c'est l'acide urique. Donc attention, l'excès de fructose qui viennent des fruits séchés, du sucre ou tout ce qui a un goût sucré, eh ben, ça peut entraîner un excès d'acide urique dans le corps. L'acide urique du fructose. Pour faire plus simple, l'acide urique produit par les fruits, puisque le fructose est un sucre présent dans les fruits. Il accuse donc les fruits de produire de l'acide urique. Ok, voyons tout ça. Prenons un autre exemple, la viande. Viande qu'il consomme lui-même en quantité appréciable, on va dire. Elle ne produit pas d'acide urique? Et le poisson? Je précise que ce monsieur est omnivore, il mange du poisson, de la viande, des œufs. Donc, je vous mettrai ici à côté un tableau qui compare le taux de purine dans les aliments, sachant que c'est la dégradation des purines qui produit l'acide urique. Donc, plus un produit contient de purine, plus il va produire de l'acide urique. On voit bien que les produits animaux sont très concentrés en purine. Par contre, pour la banane, qui est le premier fruit à apparaître sur la liste, on est à seulement 57 mg de purine pour 100 g. Même certains légumes sont plus riches en purine que les fruits. Ce monsieur prétend que l'être humain n'a pas besoin de manger des fruits, que les légumes sont suffisants. Les légumes sont pour certains plus riches en purine que les fruits. Vous n'avez qu'à regarder le tableau. En HCLF, on est sur une base de fruits, pas sur une base de protéines, même végétales, comme les lentilles ou les pois chiches. On en mange, mais en petite quantité. Donc, on produit peu d'acide urique, parce que les protéines végétales sont également riches en purine. Moins que les produits animaux, mais tout de même, c'est non négligeable. D'ailleurs, une alimentation riche en viande produit une urine acide. Mais en plus, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que manger des fruits et des légumes riches en vitamine C, tels que poivron rouge, brocoli, orange, kiwi, chou, mangue, fraise, ça aide à réduire le niveau d'acide urique. Et je ne vous apprends rien. Les fruits et légumes sont très riches en vitamine C. En réalité, les aliments réellement riches en purine sont le gibier, les viandes fumées, les abats, les fruits de mer, la sardine, du coup les anchois, le hareng, le saumon, bref, des produits animaux de manière générale. Mais aussi un autre aliment dont ce monsieur parle plus loin dans sa vidéo, nous le verrons par la suite. Vous allez voir, c'est gratiné. Le plus simple finalement, c'est de regarder les aliments qui sont déconseillés en cas de crise de goutte. La goutte, qui est une maladie qui se manifeste lorsqu'une quantité trop importante d'acide urique se cristallise et se dépose dans les articulations. Je vais vous mettre ici, à côté, la pyramide des aliments conseillés et déconseillés lorsqu'on souffre de cette maladie, de la goutte. Mais vous verrez qu'on limite clairement la consommation de produits animaux. Les légumes et les fruits sont par contre à consommer en abondance, si je me souviens bien de la pyramide. Je vous la mettrai là. Vous voyez que plus on monte haut dans la pyramide, et plus les aliments sont riches en protéines. Et plus on descend, et plus ce sont des végétaux pauvres en protéines. Je ne sais pas si vous avez testé un abricot frais. Vous le mangez, c'est bon, c'est sucré. Vous le mangez, c'est bon, c'est sucré. Un abricot, c'est bon, c'est sucré.
Il commence gentiment à avouer à demi-mot qu'il apprécie le sucre. Déjà, la grande différence, c'est que la plupart des humains ne mangent pas du miel comme ça tout seul. Ils le mangent avec du pain, du beurre, dans une pâtisserie. Ils le mangent avec quelque chose. Et c'est souvent avec quoi on va associer le miel que ça va poser problème. Alors là, rien à dire, il a tout compris. Ce ne sont pas les glucides en eux-mêmes, mais avec quoi on les associe qui va poser problème. Au début de sa vidéo, le problème était différent par rapport au miel. Il nous disait qu'il y avait des enzymes digestives des abeilles qui allaient entrer en interaction avec nos propres enzymes, mais au final, il en vient quand même aux associations alimentaires. Il dit que le miel est acide et qu'il vient annihiler l'amylase salivaire. Amylase qui, comme son nom l'indique, est prévue pour digérer les amidons. Amidons présents dans les féculents comme les pommes de terre, le pain, le riz, etc. Est-ce qu'il se pose seulement la question de savoir pourquoi, dans notre bouche déjà, la première enzyme que l'on trouve au tout début de notre tube digestif, c'est une enzyme qui nous permet de digérer des glucides. Glucides dont il se méfie. C'est pas logique. Concernant les sucres rapides et leur digestion en fin de repas, quel serait le plus digestible en dessert dans un yaourt? Le miel, la confiture, le sucre blanc ou la compote? Vous avez remarqué, les gens ont besoin de ce goût sucré. Il n'y a rien à faire. S'ils ne le trouvent pas au cours du repas, ils en auront besoin après. Ils ne sont pas satisfaits. Ils sont satisfaits seulement lorsqu'ils auront fourni à leur corps ce glucose qu'il attend impatiemment. Vous pouvez manger cétogène, pauvre en glucides, tant que vous voulez, mais à la fin du repas, vous aurez envie de votre petit goût sucré. Donc finalement, vous êtes toujours addict au sucre, non? Et évidemment, comme dit ce monsieur, un yaourt nature, c'est pas bon. C'est acide, c'est amer. On a besoin de rajouter quelque chose de sucré à l'intérieur. Si on mange une tablette de chocolat noir par jour, ça craint. Eh ben écoute, c'est à toi de voir. Ça me paraît beaucoup. Alors, la quantité qui me paraîtrait raisonnable, ce serait une demi-tablette par jour. Dans une tablette, il y a 10 carrés. Donc ça ferait une demi-tablette par jour, ça ferait du style 3 carrés le midi, 2 carrés le soir. Son conseil, ce qui lui semble raisonnable, on va dire, c'est une demi-tablette de chocolat par jour. Déjà, pourquoi il mange du chocolat? Chocolat qui est un produit industriel ultra transformé, on est bien d'accord. Il en mange pour le goût sucré et pour l'énergie de la caféine. Parce qu'on voit bien que c'est pas ce qui l'étouffe, l'énergie à ce monsieur, quand on le regarde, quand on l'écoute. Mais normal avec autant peu de glucides dans son alimentation. Pas de glucides, pas d'énergie. C'est un peu énergie saute-moi contre. Bon, maintenant je vous remets le tableau des aliments riches en purine qui produisent beaucoup d'acide urique. Vous voyez le chocolat tout en haut de la liste? Pour le chocolat, on monte à 830 mg de purine pour 100 g en comparaison à des bananes avec 57 mg de purine. Une tablette de chocolat, c'est 100 g communément. Dans une demi-tablette de chocolat, vous avez donc 415 mg de purine. Je vous laisse faire le calcul, ça fait combien de bananes? Donc, toutes ces purines vont être transformées en acide urique. Et évidemment, pas de vitamine C dans le chocolat pour venir amoindrir les effets de ces purines, n'est-ce pas? Mais le chocolat, c'est ok apparemment. Attention à ne pas trop manger de fruits. Mais vous pouvez vous envoyer une demi-tablette de chocolat par jour sans souci. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment lunaire, ce genre de propos. Je sais pas moi, réfléchis, prends de la hauteur. C'est pas pour être méchante, mais ne récite pas bêtement les dogmes naturaux que tu as appris par cœur et les tendances actuelles. C'est précisément pour ça que la naturopathie, je commence gentiment à plus pouvoir. Je peux plus me la voir. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus pragmatique. J'ai besoin d'étudier. J'ai besoin d'étudier des faits, d'émettre des hypothèses. Parce que les théories olé olé et les poudres de perlimpinpin, actuellement, moi j'en peux plus. D'ailleurs, il vend aussi tout au long de son live des compléments alimentaires. Il y a une boutique de compléments alimentaires en ligne, comme j'ai vu. Il y a un trop grand écart, d'après moi, entre la médecine naturelle et la médecine conventionnelle allopathique.
Si chaque discipline pouvait faire un pas vers l'autre et avoir l'humilité d'avouer qu'ils ne détiennent pas toute la vérité, ça serait génial. Mais on est loin d'en être là. Pour l'instant, c'est l'émergence des médecines naturelles. La naturopathie veut tellement se démarquer de la médecine allopathique qu'ils en viennent à oublier finalement les grands principes anatomiques, physiologiques de base. Pour en revenir à notre David de l'Orme-Vert, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans la vague de ces thérapeutes dont certains se retrouvent bien mal en point actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, notamment avec la justice. D'ailleurs, en fait, dans sa façon de s'exprimer, il me fait penser à cet autre monsieur qui n'est pas diplômé d'ailleurs, en plus de tout, et qui se fait passer pour un naturo. Ils ont vraiment... Je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi en commentaire si vous le remarquez aussi. Ils ont le même style, la même façon de s'exprimer. J'ai vraiment l'impression que c'est deux copier-coller. Les fruits, ayez conscience que c'est un truc qui a été fabriqué par l'homme, qui contient beaucoup d'eau et beaucoup de sucre et d'acidité. Autre grand argument des antiglucides, les fruits sont fabriqués par l'homme. Est-ce qu'il est seulement au courant que c'est pareil pour l'ensemble de l'alimentation ? Actuellement, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parlais des poulets qui pèsent actuellement plus de 2 kg, alors qu'avant ils pesaient 500 grammes. Les légumes sont également le produit de transformation génétique, de croisement. Pourquoi toujours taper sur les fruits ? Plus rien n'est naturel de nos jours, plus rien du tout. Donc on n'est pas obligé de manger des fruits, les fruits on en mange parce que c'est sucré, parce qu'on aime ça. Je ne vais pas le contredire. On mange des fruits parce que c'est sucré. Parce qu'on aime ça. Et si on aime ça, il y a peut-être une raison. L'estomac vide. Alors après, à vous de voir quand est-ce qu'il est vide. Chez certaines personnes, l'estomac n'est jamais vide. Même des fois le matin, il y a encore des petits relents de ce qu'ils ont mangé hier soir, tellement ils ne le digèrent pas bien. C'est pas qu'ils digèrent pas bien ce qu'ils ont mangé. C'est que c'est tellement gras et protéiné ce qu'ils mangent que le corps n'a pas réussi, n'a pas eu le temps de tout digérer jusqu'au lendemain matin. Essayez de manger végétalien pauvre en gras le soir, même en grande quantité. Vous aurez tout digéré le lendemain matin. Par contre, mangez, comme ce fameux David, une grosse tranche de bidoche bien grasse, 2 cuisses de canard ou je ne sais quoi, avec des légumes arrosés d'huile d'olive, parce que le gras c'est la vie, et vous verrez que le lendemain matin, vous aurez encore des reflux. Il y a des naturaux, et puis bon, moi j'ai appris ça aussi, de manger des fruits au goûter. Sauf qu'au goûter, votre estomac, il n'est pas vide. À moins que vous ayez mangé une assiette de salade verte, votre estomac, il ne peut pas être vide, c'est pas possible. Physiologiquement, c'est impossible. Non, pas possible, vu que tu manges très gras et que le gras met des heures à être digéré. Au goûter, à 16 heures, mon estomac, il est vide, personnellement. Avec ce que je mange et que je mange en grande quantité. Malgré tout, la digestion se fait facilement. Physiologiquement, c'est impossible. Vais-je rebondir là-dessus ? Oui. Oui, j'ai envie. Physiologiquement impossible, mais bien sûr. Alors je dois être une extraterrestre, je pense. Il dit en plus que ce qui allonge son temps de digestion, c'est les féculents. Je vous rappelle que le gras et les protéines mettent 4 à 5 heures à être digérés. Les fruits, 30 minutes. Et les féculents, 1 heure et demie. Alors, qu'est-ce qui ralentit la digestion selon vous ? Dans le milieu naturel, il n'y en a pas des masses qui disent ce que je dis. Je m'en rends compte. Et qu'on entend un peu toujours les mêmes conneries, un peu toujours le même rabâchage. On dirait que c'est des robots qui ont été programmés tous par les mêmes infos, ils répètent comme des perroquets tous les mêmes trucs, sans avoir expérimenté les choses. Ah bon ? J'ai baigné pendant des années dans le milieu naturel et vous dites tous la même chose, je te rassure. Ce que tu fais, tu répètes en fait ce que tu as appris. Tu n'as même pas l'air d'avoir conscience que le chocolat est une bombe de purine qui provoque une grosse production d'acide urique. C'est bien que finalement tu récites sans réfléchir, non ? C'est vrai que le chocolat, il y a un vrai côté addictif. Sylvie qui a du mal à se passer du chocolat à 85%. Ah, il y tient à son chocolat. Alors oui, le chocolat c'est addictif. Pourquoi c'est addictif ? Posez-vous la question. Quels sont les aliments qu'on appelle addictifs ? Je vous en donne quelques-uns. Les oléagineux, comme les noix de cajou, qu'il va citer un peu plus loin. Les chips, chocolat, glace à la crème, biscuits, gâteaux. Qu'est-ce que tous ces produits ont en commun ? Le sucre ? Non, le gras. C'est entre autres la combinaison gras et sucre qui n'existe d'ailleurs nulle part à l'état naturel.
Dans la nature, vous avez des fruits mûrs à point qui sont très sucrés et vous avez des oléagineux qui sont très gras. Les aliments gras et sucrés sont une création de l'homme. Et lorsque vous y regardez de plus près, il y a plus de calories de gras que de calories de sucre dans ce genre d'aliments. Le gras est plus présent que le sucre. Comment peut-on encore prétendre que le sucre est addictif? Ça n'a pas de sens. Regardez un film américain. Lorsque les acteurs sont tristes, déprimés, ils mangent quoi? Des glaces à la crème, dans des gros pots, des donuts, des boîtes de chocolat, jamais de sorbet. Pourtant, le sorbet, c'est très sucré. Le sorbet, c'est des fruits, du sucre et de l'eau. Mais personne ne va noyer son chagrin dans du sorbet. De même, personne ne fait une orgie de chocolat 100% noir. Un chocolat sans beurre de cacao, sans gras, c'est pas bon. Dans une plaque de chocolat de 100 grammes, vous avez presque 50 grammes de graisse de cacao. La moitié de la plaque, c'est du gras. Personne, je dis bien personne, n'est addict à manger des morceaux de sucre devant la télé. C'est pas parce que ce que vous mangez a un goût sucré que c'est un aliment riche en sucre. C'est souvent un aliment très gras qui a un goût sucré. Un goût sucré parce que notre palais, nos papilles d'humain reconnaissent le sucre, parce que c'est notre carburant naturel physiologique préféré. Donc, nous allons toujours nous tourner vers le sucre. C'est pas une addiction, c'est un besoin physiologique naturel. Allez voir ma vidéo sur l'expérience qui a été faite sur 2 jumeaux, l'un avec un régime riche en sucre, l'autre avec un régime riche en gras. Et vous verrez que le jumeau gras n'arrive pas à performer nulle part, ni dans le sport, ni intellectuellement. La farine, c'est un amidon. Un amidon, c'est quoi? C'est une association de molécules de glucose. Donc au lieu d'en avoir 2, vous allez avoir, alors je ne sais pas combien il y en a, mais vous allez avoir 100 molécules de glucose collées les unes aux autres. Et ça forme ce qu'on appelle un amidon. Donc les amidons, ce sont des molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres. Et donc la salive et ensuite les autres enzymes vont permettre de couper toutes ces liaisons pour libérer ce glucose. Et à la fin, on n'aura que du glucose. Courage Cynthia, on est presque au bout de la vidéo. Je vais me répéter ici, mais c'est important. Comme il le dit très bien, les sucres complexes comme l'amidon sont gérés directement avec la salive dans la bouche. Peut-être faut-il se poser la question pourquoi si tôt dans la digestion on a une enzyme qui nous permet de gérer les sucres complexes? Peut-être parce que nous sommes faits pour en manger, éventuellement. Tout comme les chats ont une salive extrêmement acide pour gérer les protéines, vu qu'ils sont carnivores. D'ailleurs, ce qui est le plus compliqué pour nous à digérer, ce sont les protéines. Il y a beaucoup d'étapes dans la digestion des protéines et ça prend beaucoup de temps pour notre organisme d'en venir à bout. Vous n'avez qu'à voir comme les fruits et les glucides en général se digèrent facilement. Et vous comprendrez bien vite ce qu'on est censé manger. Forcément, le glucose, il va faire monter votre taux de sucre, enfin, votre taux de glucose dans le sang, alors que le sucre simple, il fera monter le taux de glucose aussi, mais il y aura en même temps du fructose qui ne sera pas mesuré. Oui, le glucose, le sucre simple, va faire monter votre glycémie. C'est normal, c'est logique, puisque ça va être digéré très rapidement et que le sucre se retrouve dans le sang très rapidement également. Mais la glycémie va aussi redescendre rapidement du moment où nos cellules, si on ne mange pas trop de gras évidemment, finalement, dès qu'elles auront pu capter ce glucose et le transformer en énergie. Pendant des millions d'années, on a vécu dans le manque. Que notre préoccupation principale, en tant qu'humain d'il y a 1 million, 2 millions d'années, c'était de trouver de la nourriture. Et qu'on n'en trouvait pas forcément. Que suivant les endroits où on vivait sur le globe, il y avait plus ou moins de nourriture. Que suivant la saison ou les périodes d'ère glaciaire, il y avait pareil plus ou moins de nourriture. Donc on a plus vécu la faim que la profusion. Là, on est dans une période où on vit la profusion, on a autant à manger qu'on veut. Donc du coup, notre cerveau, il est programmé pour que quand on lui trouve quelque chose de calorique, il nous dit « j'en veux encore ». Alors là, c'est pas mal. Il nous dit qu'on est habitué au manque. Donc, que lorsqu'on trouve quelque chose de bien calorique, on va en vouloir toujours plus. Quel est le macronutriment le plus calorique? Le gras, les lipides. Rappelez-vous, pour 1 g de lipides, on obtient 9 calories, alors que pour 1 g de glucides, on obtient seulement 4 calories. Tirez-en vos propres conclusions. Imaginez que on est en vente libre dans les grandes surfaces de l'héroïne, de la cocaïne, de la bœuf, de l'ecstasy et puis tous les autres trucs. Alors là, on a atteint le sommet.
la fameuse affirmation que reprennent tous les diététiciens, nutritionnistes et j'en passe, le sucre est une drogue. On ne sait pas bien d'ailleurs s'il parle de sucre blanc, de produits gras et sucrés comme le chocolat qu'il consomme lui-même en quantité quasi industrielle. On ne sait pas s'il parle de crème glacée, on ne sait pas trop. Hein. Mais retenez que le sucre c'est une drogue, hein. C'est une drogue dure, hein, comme la cocaïne et l'héroïne, attention. Imaginez qu'il y ait ça en grande surface. Eh ben, c'est le cas, sauf que c'est du sucre. C'est du sucre ou c'est de l'alcool. Voilà, c'est du sucre, c'est des glucides hyper travaillés, hyper transformés, qui sont hyper addictifs. Dans les rayons des magasins bio, des grandes surfaces, on nous vend de la drogue, tout simplement. Donc évidemment, c'est hyper dur à résister. Les industriels, ils savent très bien ce qu'ils doivent mettre dans leurs produits pour qu'on ne puisse pas y résister. Ils le savent très bien, ils sont là pour gagner du fric, hein, ils ne sont pas là pour nous nourrir. Hein. Ben dis donc, ils doivent s'en faire de l'argent. À 1,30 € le kilo de sucre, c'est la drogue la moins chère que je connaisse. Pourquoi prendre de la coke et de la marijuana, de l'héroïne ou que sais-je si le sucre est si peu cher? Peut-être que David a trouvé la solution au problème de drogue actuel. Et si le sucre est une drogue, est-ce qu'il existe des cas de surdose, d'overdose, hein, comme on dit? Mais de toute façon, là, il ne parle pas de sucre. Il parle de produits industriels gras avec un goût sucré. Il ne parle pas du paquet de 1 kg de sucre blanc que les gens mettent dans leur café pour réussir à le boire, parce que c'est hyper amer. Bon, maintenant, accrochez-vous, parce qu'on va arriver à une affirmation qui va à l'encontre de tout ce que vous venez d'entendre. Souvenez-vous, le sucre est une drogue, le sucre est addictif. Allez, on continue. Alors, pour ce qui est des noix de cajou, bon, la noix de cajou, c'est vraiment un truc que je trouve aussi addictif. C'est gras, c'est hyper savoureux. Bon, moi j'ai décidé, sauf exception, d'arrêter d'en manger. C'est gras, c'est... La noix de cajou, c'est gras, c'est addictif. Vous avez vu sa petite moue? Ça, c'est typique de quelqu'un qui se prive de glucides et qui crève de faim. Ces cellules ne reçoivent pas leur carburant qui est le glucose, alors elles doivent réclamer plus de calories concentrées pour réussir à fonctionner normalement. Et il avoue que le gras, c'est addictif. Il doit même arrêter de manger des noix de cajou. Donc le gras, c'est aussi une drogue, si je comprends bien. Ou c'est moi qui comprends pas? Voilà, je souhaitais avoir ton analyse sur la diète high carb, low fat. Alors ça, c'est vraiment la diète... Enfin bref. Ah oui, le docteur McDougall et compagnie, là, et puis Greger, et puis tous ces tarés du végétalisme et du... Enfin bon, bref. Alors, je vais quand même continuer à lire la question, mais déjà, ils racontent des conneries. C'est des médecins, certains, mais ils racontent des conneries, mais c'est n'importe quoi. Bref. Alors, prôné par les docteurs Greger, Barnard, McDougall aux États-Unis et relayé en France sur des chaînes YouTube comme Via Felicia, Naturel et Optimal. Alors, Via Felicia. Ah non, j'ai sauté une ligne, pardon. Via Felicia, Cynthia ou Douce Frugalité. Oui, Douce Frugalité, oui. Je l'avais un peu taclé, parce que j'avais dit dans une vidéo quelque chose de pas sympa. Elle m'avait envoyé un message, elle m'avait incendié. Mais bon, en même temps, j'avais attaqué sur son physique, mais par rapport à l'âge qu'elle avait, je trouvais qu'elle faisait plus que son âge. En plus, elle perd ses cheveux, enfin bon. Tous ces tarés! Il a des sacrés arguments en tout cas. Hein. À part que ces médecins racontent des bêtises, oui mais quelles bêtises, on ne sait pas. Il n'en sait rien lui-même en fait, parce qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. Et il avait apparemment attaqué Douce Frugalité sur son physique. Bah voilà. Si ton seul argument, c'est qu'elle fait selon toi plus vieille que son âge, ce que je ne trouve pas, mais bon. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une grande profondeur dans son jugement. Je ne vais pas vous mettre tout le laïus qu'il nous a fait. Vous pouvez aller voir la vidéo sur sa chaîne pour avoir l'intégralité de son discours bienveillant sur Pauline notamment, sur les médecins incriminés et sur moi. Vous voyez, je lui veux pas de mal à ce monsieur. Je fais même de la pub pour sa vidéo. Il dit avoir un peu étudié la physiologie. Ouais, un peu effectivement, pas beaucoup.
Je ne vais pas rebondir plus que ça là-dessus. J'ai fait assez de vidéos dans lesquelles j'explique les mécanismes de la glycémie, de la glycogénèse, du diabète, etc. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur ma chaîne. Bon, honnêtement, sur l'entièreté de sa vidéo, tout n'est pas acheté, hein. Mais un bon 50% est incorrect. J'ai dû écouter sa vidéo en vitesse x2 parce qu'il parle très très lentement. Il n'a pas beaucoup d'énergie. Je ne vais pas le tacler sur son physique, hein, comme il l'a fait avec Douce Frugalité. Je laisse ça pour les gens sans argument, si ce n'est l'apparence d'une personne. Mais bon, ma conclusion est que ce monsieur est un omnivore. Et les assiettes qu'il nous présente dans sa vidéo, si vous avez envie d'aller voir, sont très pauvres en glucides. Il a clairement la phobie des glucides, car les accompagnements des produits animaux qu'il consomme sont exclusivement des légumes. Bon, il a le discours qu'on entend partout actuellement, hein. Le gras c'est la vie, le sucre est une drogue, la médecine allopathique c'est le diable, rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup d'informations incorrectes sur la physiologie de l'être humain et l'alimentation d'une manière générale. Raison pour laquelle je ne regarde pas ce genre de personnes. Parce que ça me fait grimper les murs. J'aurais envie d'analyser et de démontrer les incohérences de ces personnes et j'ai clairement pas le temps. Rien que cette vidéo m'a pris des heures de travail. Mais je me voyais pas passer au-dessus. Donc, pour rémunérer ces heures de travail, je ne vous demande pas d'argent, hein. Seulement un petit pouce en l'air, un abonnement à ma chaîne et un partage de ma vidéo sur vos réseaux sociaux. Partagez, partagez, ça me fait plaisir et en plus c'est utile pour d'autres personnes qui ne sont pas formées en nutrition, en physiologie, en pathologie, en anatomie, etc. et qui pour le coup peuvent se laisser embobiner et à qui on peut raconter n'importe quoi. Via Felicia à tous!